Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. Ce matin, je vous propose de suivre l'audition au Sénat de l'ambassadeur d'Allemagne en France à propos du traité d'Aix-la-Chapelle renforçant la coopération entre la France et l'Allemagne. Signé en janvier dernier, ce traité a fait l'objet de beaucoup de fausses informations sur les réseaux sociaux. En réalité, ce texte accentue la convergence économique entre les deux pays. Il dessine une position diplomatique commune et prévoit la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande. Je vous laisse écouter l'audition de l'ambassadeur d'Allemagne en France. C'est donc, Monsieur Mayer-Landrut, un immense plaisir de vous accueillir. Vous avez été je rappelle que vous avez été ancien conseiller, merci, ancien conseiller Europe de la chancelière allemande, vous avez été en poste à Bruxelles, vous êtes un très fin connaisseur de notre pays et vraiment nous sommes heureux de vous accueillir. Alors, brièvement, je vais rappeler de manière plus synthétique ce que j'ai dit devant notre ambassadrice à Berlin. Nous sommes réunis donc pour préparer la ratification du traité d'Aix-la-Chapelle qui a été donc signé le jour anniversaire du traité de l'Élysée le 22 janvier 2019. Ce traité, selon l'appréciation des uns et des autres, que nous respectons bien sûr, mais enfin nous sommes une majorité à considérer que c'est malgré tout un très beau symbole, puisqu'il s'applique à la fois sur le traité de l'Élysée, qui avait été à l'époque le signe de la réconciliation historique entre la France et l'Allemagne. Et donc ce traité rassemble un certain nombre de nouvelles convergences, qu'il s'agisse de la politique économique, étrangère, sécurité, éducation, culture, recherche, technologie, climat, environnement. Donc beaucoup de ces thèmes ont été abordés. Nous les avons abordés aussi avec notre ambassadrice et nous nous apprêtons avant l'été à ratifier cet important document. Le texte est ambitieux, une approche stratégique entre nos deux pays, une clause de solidarité mutuelle, une réforme proposée du Conseil de sécurité de l'ONU qui reprend la position traditionnelle de la France. L'ambition est forte, mais est-ce que les actes vont suivre? Et je ne vous cache pas, Monsieur l'ambassadeur, que nous avons, à côté de ces réjouissances, quelques inquiétudes qui ne sont pas pour vous étonner. Bon, on a noté, même si c'est tout à fait explicable, une volonté actuelle de l'Allemagne de baisser son budget de défense, ce qui n'est pas exactement cohérent avec ses engagements au sein de l'OTAN et ce que l'on pourrait considérer comme défavorable à notre coopération. Mais plus profondément, c'est peut-être sur la coopération capacitaire de défense franco-allemande, autour notamment du SCAF et du MGCS, le futur avion de combat, que nous nous posons un certain nombre de questions, que nous avons aussi posées tout à l'heure. D'abord celle des exportations. Le traité d'Aix-la-Chapelle précise dans son article 4 la volonté d'une confiance mutuelle, approche commune en matière d'exportation d'amendements, éclairée du reste par les accords Debré-Schmitt qui régissaient ces rapports par le passé. Or, actuellement, les discussions sont vraiment au point mort. Nos industriels sont très inquiets et ils ont dû vous le dire aussi à vous. Est-ce que vous pensez que le dossier va se débloquer ? De la même manière, pour le MGCS, c'est-à-dire pour le char, on est inquiet de l'équilibre du partage industriel et de la place réservée aux industriels français. On était parti sur un 50-50 et puis on voit que les positions sont un petit peu différentes. Quel est votre avis? Enfin, vous vous attendiez sûrement à être interrogé sur les déclarations de la nouvelle présidente de la CDU, notamment sur le siège du Parlement européen à Strasbourg. Il y a un certain nombre de parlementaires de l'Est qui sont évidemment très sensibilisés à ce point, mais tous, nous le sommes évidemment, de la même manière que le siège européen au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est vraiment totalement contraire à la doctrine française sur le sujet, nous interpelle. Et donc, à la fois sur cette volonté d'aller plus loin, notamment en matière de défense, de sécurité, dans un contexte de plus en plus menaçant tout autour de nous dans le monde, mais aussi à la lumière, si j'ose dire, de ces quelques nuages qui passent sur la coopération franco-allemande. Quel éclairage apportez-vous, Monsieur l'ambassadeur, pour pouvoir rassurer nos collègues et faire en sorte que, dans une journée
où le Brexit envahit l'actualité et nous interroge sur l'avenir de l'Europe, eh bien le couple franco-allemand soit le couple solide, celui que notre génération, cher Michel, a bien connu, soit celui qui soit en mesure de prendre les initiatives pour refonder l'Europe. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Dans le temps qui nous est imparti, j'ai pris une décision que je ne prends jamais. J'ai obtenu de mes collègues qu'un représentant par groupe, c'est-à-dire 7 de nos collègues, vous posent au nom de chacun de leurs groupes une question. Donc il y aura une question des Républicains, question du groupe socialiste, centriste, République en marche, RDSE, communistes, républicains et citoyens et indépendants s'ils le souhaitent. Évidemment, ceux qui ne souhaitent pas poser de questions ne sont pas obligés, mais c'est pour vous permettre de tenir dans le temps imparti. Je me tais, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci beaucoup de votre invitation, l'occasion d'échanger avec vous. Je vais donc essayer de répondre à ce menu de questions que vous avez déjà posé et dire peut-être 2-3 mots plus général. D'abord, côté allemand, la procédure de ratification de traité est envisagée d'aboutir avant l'été. Le gouvernement allemand présentera sa loi de ratification au cours du mois d'avril. Et après, l'agenda est entre les mains du Parlement allemand, donc je ne peux pas me prononcer sur la fin de la procédure parce qu'elle est parlementaire. Mais l'objectif est bien déterminé avant l'été. Pour ce qui est de la mise en œuvre, on voit que certains éléments prévus dans le traité ou dans les déclarations annexes sont déjà en cours de mise en œuvre. On a eu le ministre des Affaires étrangères français qui a participé à une réunion du Conseil des ministres en Allemagne déjà en quelque sorte avant-première des engagements. On voit la coopération entre les deux missions permanentes aux Nations Unies dans la succession de leur présidence du Conseil de sécurité. Et je peux peut-être prendre cet élément pour répondre à une de vos interrogations. Le texte du traité est clair sur cette question, vous l'avez rappelé, c'est un engagement commun de s'engager pour un élargissement du Conseil de sécurité et aussi dans la perspective d'un éventuel siège allemand. Donc le texte signé entre les deux gouvernements ne parle de rien d'autre que de cela. Et je suis absolument convaincu que ce traité, avec ces dispositions, trouvera une large majorité dans le Parlement allemand, ce qui fait foi dans la politique allemande. Un gouvernement qui signe, un Parlement qui ratifie. Après, il y a des débats politiques, mais c'est en quelque sorte, quand on parle de hiérarchie de normes, c'est ça la norme qui l'emporte. Pour d'autres éléments de l'accord, je souhaite quand même très rapidement, avant de répondre à vos questions, dire qu'il est important de voir autour de l'accord aussi les engagements qui ont été pris entre l'Assemblée nationale d'un côté et le Bundestag sur leur coopération et entre le Sénat et le Bundesrat. C'est important, c'est une dimension nouvelle dans cette coopération qui a cet accompagnement dans les structures de coopération parlementaire qui permettra certainement aussi aux deux assemblées respectives, françaises et allemandes, de suivre et de se saisir régulièrement de la mise en œuvre de ce traité. Donc ça, c'est une innovation, je pense, très importante à laquelle vous avez contribué. Après, il y a dans le traité un certain nombre de choses importantes à mettre en œuvre. Il y a un forum pour l'avenir, il y a un fonds citoyen, il y a un comité de coopération transfrontalière à mettre en place. Toutes ces choses, nous sommes en train de les préparer. Je peux y revenir plus en détail si ça correspond à certaines de vos questions. Maintenant, rapidement sur les questions que vous avez, les autres questions que vous avez abordées. Pour ce qui est le budget de défense allemand, le budget de défense allemand dans les derniers 4 à 5 ans a augmenté de 40%,
ce qui est une augmentation importante. Donc on a vu une inversion de la courbe, un sujet cher à la France. Parfois, il y a des courbes qui s'inversent dans un sens, parfois dans un autre. Donc là, il y a une augmentation qui s'est faite. Et pour le budget qui est en discussion, donc aujourd'hui le budget de 2020, la proposition, le cadre budgétaire présenté par le gouvernement au Parlement prévoit une augmentation de 2 milliards pour l'année prochaine. C'est une augmentation qui est inférieure à l'augmentation souhaitée par la ministre de la Défense. Donc s'il y a réduction par rapport au souhait d'augmentation qui avait été exprimé par la ministre de la Défense. Donc il y a une augmentation pour le moment prévue. Maintenant il y a la procédure parlementaire, donc on ne sait pas quelle est l'issue. Mais il y a bien une augmentation prévue et qui est, du moins ce qui est inscrit dans les projets pour l'année 2020, qui est dans la projection de ce que le gouvernement allemand avait prévu pour atteindre d'abord les 1,5% et se rapprocher après ça des 2%. Mais la procédure budgétaire est entre les mains du Parlement et on verra des chiffres définitifs qu'à la fin de l'année. C'est pour le moment le premier encadrement présenté par le gouvernement. Sur la dimension capacitaire, les deux, en fait, il y en a aussi d'autres projets communs entre la France et l'Allemagne qui ont été lancés le 13 juillet. Ils sont, de notre point de vue, extrêmement importants. Ils sont structurants pour notre industrie, ils sont structurants pour notre défense. Et les acteurs allemands, aussi bien gouvernementaux qu'industriels, y sont attachés. Pour la question de la répartition de la part industrielle pour la partie terrestre, je n'ai pas le sentiment, ma connaissance, l'Allemagne ne diverge pas de la règle d'une répartition 50% entre les industriels français et allemands. En ce moment, nous avons demandé en commun aux industriels de faire une proposition commune. Je pense que c'est ça ce qui est important, de passer par une proposition commune des industriels concernés, allemands et français, pour que sur cette base, les gouvernements puissent, en marge du salon de Bourget, lancer, du moins ça c'est la perspective, un travail en commun pour les premières études communes. Donc pour le moment, le travail est engagé dans ce sens. Pour la partie exportation d'armement, ou contrôle d'exportation d'armement, il y a eu une décision importante dans le gouvernement allemand il y a vendredi, il y a 10 jours, il y a donc à la fin du mois de mars, qui est important à deux niveaux. Premièrement, cette décision distingue très clairement entre des exportations, le contrôle des exportations d'armement allemand et des armements produits en commun avec des partenaires. Et cette distinction aussi claire dans la manière dont nous traitons les produits, qu'ils soient allemands ou communs, est une différenciation qui est importante et qui donc a permis au gouvernement allemand de dire, pour la partie des produits qui sont allemands, elle applique une règle plus stricte. Elle ne souhaite pas qu'il y ait des exportations dans les 8-9 mois qui viennent dans certains pays engagés dans la guerre au Yémen. Et pour la partie des produits communs, elle a pris une décision contraire. Elle a dit que ce type de production, s'il y a eu des engagements, ces permissions doivent être prolongées et il y a un travail à faire maintenant entre États et industriels pour le mettre en place. Et après, il y a la question de composantes sur lesquelles
le gouvernement a pris la décision sur une liste importante des questions précises qui nous ont été demandées et où l'Allemagne va donner ou a donné son accord pour leur livraison. Donc ce qui est structurant et ce qui est important dans cette décision du gouvernement, c'est de bien séparer entre ce qui est un produit allemand et ce qui est une coproduction en quelque sorte, et comment traiter des éléments de composantes allemands pour des produits donc français ou autres produits européens. Tout ça, ça va continuer à nécessiter des précisions autour de chacun de ces éléments, mais je voulais souligner cette répartition qui me semble importante. J'arrête peut-être là pour laisser le temps à vos... Si vous l'acceptez, on va donc maintenant passer aux questions. Alors, pour les Républicains, c'est donc Philippe Paul qui va poser une question. On va prendre toutes les questions si vous le voulez bien. Puis après, s'il y a du temps, on prend une question, mais c'est pour tenir votre propre engagement. Allez, Philippe Paul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, quel est l'état de santé réel de l'économie allemande? Peut-il expliquer le manque d'investissement dans le secteur de la défense et la crise avec les États-Unis, notamment à propos des dépenses militaires de l'Allemagne dans l'OTAN? Le renoncement de l'Allemagne à acheter des avions F-35 a-t-il envenimé les relations Allemagne-États-Unis? Et l'Allemagne a lancé le chantier de la future 5G, refusant de bannir les équipementiers chinois comme, j'ai un peu de mal à Huawei, n'est-ce pas, à rebours de la prudence affichée par d'autres États et désormais l'UE. Merci. Alors, Michel Boutan pour le groupe socialiste. Oui, alors je n'ai pas pris la tâche de mes collègues. Spontanément, j'ai levé le doigt pour poser une question, mais je me tourne vers eux pour leur... Monsieur l'ambassadeur, si je compare l'état des relations entre nos deux pays aujourd'hui et ce qu'il était dans les années qui ont suivi la signature du traité de l'Élysée, je perçois une différence. Autant, me semble-t-il, il y avait à la fois, je reprends les termes que j'ai utilisés pour poser la question précédemment, mais qui n'a pas trouvé de réponse, de l'enthousiasme, de l'engouement qui se manifestait notamment à travers l'apprentissage de la langue du pays voisin. Aujourd'hui, force est de constater que cet engouement n'est plus au rendez-vous. Que même le nombre d'établissements qui enseignent l'allemand en France ou le français en Allemagne est en diminution, me semble-t-il. Mais peut-être pourrez-vous le confirmer ou l'infirmer, ce qui serait d'ailleurs une bonne nouvelle. On a l'impression, je vous livre là une réflexion tout à fait personnelle, mais que ce qui était à l'origine de cet enthousiasme des années 60, 70, 80, c'était lié au fait qu'on voulait tourner la page d'un passé douloureux, tragique entre nos deux pays. Et qu'à mesure qu'on s'éloigne de ces événements douloureux et tragiques, le besoin d'une relation plus proche, plus intense entre les deux pays semble se distendre. En tous les cas, c'est un constat, me semble-t-il, que je fais et un sentiment que j'éprouve. Quelle est votre réponse et votre perception, vous, qui séjournez maintenant depuis plusieurs années dans notre pays, qui en êtes un bon connaisseur, et bien entendu avec votre point de vue de citoyen allemand? Merci Michel. Pour l'Union centriste, Jean-Marie Bockel. Merci Président, Monsieur l'ambassadeur. Merci Président. Monsieur l'ambassadeur, je fais partie, avec d'autres ici, des amis anciens et très engagés de la relation entre nos deux pays. Nous étions encore, d'ailleurs, sur les enjeux de défense à quelques-uns à Berlin le mois dernier dans le cadre de la paix OTAN, où nos collègues allemands nous ont vraiment bien reçus, ainsi que la ministre von der Leyen. Tout ça, c'est très positif. Et c'est la raison pour laquelle
J'avoue que nous sommes quelques-uns à mal comprendre la déclaration récente de la présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, soutenue d'ailleurs sur ce point par Madame Merkel, sur la question du siège unique, siège européen unique comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est vrai que comme Français, nous nous sentons remis en cause, alors que nous avions nous-mêmes fait des propositions d'ouvrir de permettre à l'Allemagne d'y siéger un jour. Nous nous sentons remis en cause, y compris dans les efforts que nous faisons en matière de défense, en matière de dissuasion nucléaire, et à un moment où, par ailleurs, l'Europe de la défense, malgré la qualité de nos relations, nos projets communs, n'est pas encore au niveau où on peut se permettre de voir la France s'effacer. C'est pour nous un vrai problème. On aimerait vous entendre sur ce point. Merci Jean-Marie. Pour la République en marche, Richard Yung. Merci Président. Monsieur l'ambassadeur, il y a de nombreux projets en matière de défense et dans la relation entre la France et l'Allemagne. Je ne vais pas les citer, mais en matière d'armement, en matière de formation des états-majors, la brigade franco-allemande, etc., etc. Mais en même temps, on a le sentiment que les choses n'enclenchent pas vraiment. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la définition, à l'élaboration d'une politique étrangère, ou en tout cas d'un certain nombre d'objectifs de politique étrangère commune. D'ailleurs, le problème du siège, c'est celui-là, c'est qu'il faut parler d'une seule voix. Il faut donc avoir une vision commune des choses. Et je viens à ma question, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager dans les petits pas qu'il faut faire, qu'il y ait un engagement plus important de l'Allemagne auprès de la France dans le Sahel et dans la lutte contre le terrorisme, où, je n'en dis pas plus, mais nous nous sentons peut-être un peu seuls. Excellente question, Richard. Pour le groupe communiste républicain et citoyen, Christine Pruneau. Merci Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur. La question que je vous pose, c'est une question que je devais poser à Madame l'ambassadrice, mais je connaissais parfaitement sa réponse. Moi, je suis très intéressée par votre position, la vôtre propre. Comme vous le savez, les ventes d'armes par la France à des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats arabes sont très contestés par un certain nombre de parlementaires ici en France. L'Allemagne, par contre, a pris une décision que nous estimons au niveau de mon groupe politique très courageuse, puisque elle a décidé donc d'un arrêt ou du moins d'un moratoire des ventes d'armes. Et si j'ai bien compris, d'après votre explication, Monsieur l'ambassadeur, vous avez bien distingué les ventes d'armes donc qui étaient de fabrication allemande et non pas d'autres partenaires. Donc je voulais savoir si ce moratoire qui est donc jusqu'en septembre 2019, si je ne me trompe, allait se poursuivre. Je vous dirais que nous sommes quelques-uns à soutenir cette position par rapport à une dénonciation de vente d'armes à des pays qui ne malgré la crise grave humanitaire au Yémen, continue le commerce d'armes. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Voilà. Voilà les représentants des groupes, puisque les deux autres ne souhaitaient pas s'exprimer. Donc, Monsieur l'ambassadeur, vous avez cru comprendre quand même à travers ces différentes questions, tant sur le plan culturel, défense, etc., une forme d'inquiétude, un petit peu un climat que nous souhaiterions voir améliorer et que nous essayons, pour notre part, de renforcer par des rencontres régulières, mais je suis sûr que vous allez nous apaiser. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces questions. Je ferai un commentaire général. Depuis 1 an et demi, presque 2 ans, nous avons pris entre les Français et les Allemands
des décisions majeures. On a eu un conseil de défense France-allemande en juillet 2017 dans lequel le programme d'armement a été lancé. On a pris une décision majeure à Meseberg, juin de l'année suivante, sur des positions communes à défendre de l'Union européenne. Et nous avons signé en janvier un traité bilatéral commun. Ça veut dire qu'en fait, en 18 mois, on a mis sur les rails, en matière de coopération, aussi bien au niveau bilatéral qu'au niveau européen que sur la scène internationale, plus que dans beaucoup d'années précédentes. Et évidemment, quand vous mettez beaucoup de chantiers sur le métier, vous avez aussi beaucoup de questions qui sont à régler. Donc je dirais, le plus qu'on travaille ensemble, le plus aussi on tombe sur le sujet que parfois nécessite du travail. Donc moi, je ne vois aussi cette dimension-là de ce qu'on est en train de faire. Bon, sur les questions plus précisément sur l'économie, la perspective de l'économie allemande est comme globalement pour cette année, les prévisions ont été baissées, dues essentiellement à des incertitudes liées aux facteurs externes, donc que ce soit les relations avec les États-Unis, que ce soit le Brexit, que ce soit d'autres dimensions extérieures. Donc il faut voir quelles de ces choses vont se matérialiser et comment ça va effectivement, quel effet ça va avoir effectivement au cours de l'année. Pour ce qui est de l'investissement, le budget fédéral allemand prévoit pour les années à venir un montant d'investissement qui est supérieur à ce qui s'était fait dans les années précédentes, à peu près 40 milliards par an. La difficulté pour l'investissement public en Allemagne dans les dernières années n'était jamais le montant d'argent prévu dans le budget allemand, mais la mise en œuvre des projets suffisamment avancés pour pouvoir y investir. Quel beau pays! Et oui, mais ça c'est aussi un problème, parce qu'il y a un problème de réglementation, il y a un problème de recours juridique, il y a un problème d'autorisation de construction. Donc si j'ai aujourd'hui un frein à l'investissement public en Allemagne, le plus grand frein est sont les autorisations, les recours juridiques, d'arriver réellement à dépenser dans un investissement. Le gouvernement essaye de simplifier ces procédures, mais vous pouvez comprendre que ce n'est pas toujours très simple. Globalement, sur les investissements en Allemagne, 90% des investissements restent des investissements privés. Donc sur le montant global d'un investissement en Allemagne, l'essentiel, la très grande partie de l'investissement qui fait vivre l'économie n'est pas l'investissement public, mais est l'investissement privé. Nous souhaitons, par rapport aux Américains, aboutir à l'Union européenne, et c'est un sujet dont les ambassadeurs à l'Union européenne traitent cette semaine, aboutir à un mandat pour une négociation avec les Américains côté européen, pas parce que nous pensons que nous allons aboutir très vite avec un accord avec les Américains, mais parce qu'il nous semble indispensable que l'Union européenne soit prête par son propre mandat pour pouvoir négocier. L'Union européenne est forte quand elle est unie. On a une politique commerciale commune. Il est important pour nous que la Commission soit dotée d'un mandat qui lui permet, sur les questions industrielles, de pouvoir négocier avec les Américains le moment venu. Sur les F-35, la décision qui a été prise en Allemagne de ne pas commander les F-35 comme avions intermédiaires entre les Tornado et les futurs avions européens est une décision qui a été prise pas dans un sens de contrarier les Américains, mais de rendre crédible l'engagement allemand pour un futur système de combat aérien européen et franco-allemand. Donc c'est une décision qui a été prise
en connaissance de cause et dans cette perspective. Pour ce qui est du G5, moi j'interprète la déclaration faite par les institutions européennes dans leur sommet avec la Chine d'hier comme étant neutre par rapport à cette éventualité. Il y a certaines garanties aussi exprimées par le côté chinois dans ce contexte. Et donc nous sommes conscients des risques sécuritaires. Nous voulons voir comment on peut traiter à la fois un investissement industriel et une question sécuritaire. Et probablement, ce n'est pas une question blanc et noir. Et ça va tous nous occuper encore un certain moment. Sur l'enthousiasme, moi je suis enthousiaste et je le reste. Je pense qu'il est difficile de comparer la situation de 63 avec aujourd'hui. D'une certaine manière, on a un très grand acquis aujourd'hui qu'on n'avait pas en 63. On a atteint un niveau d'imbrication aussi entre nos sociétés au point de vue économique, société civile, échange de jeunesse et autres, qui en 63 évidemment n'existait pas. Donc on est sur un palier beaucoup plus élevé. Ça, mais vous avez raison, on est aussi devant des nouvelles générations pour lesquelles il faut rendre le franco-allemand à nouveau et toujours attractif. Et là, pour moi, les échanges entre jeunes de toute origine est la chose la plus importante. Et d'ailleurs, dans les projets qui accompagnent le nouveau traité, nous souhaitons expressément étendre ce type de programme aussi à des jeunes qui sont loin des mobilités pour que ces types d'offres soient proposés à tout le monde et que tout le monde puisse voir que ça peut lui apporter quelque chose. Donc, les échanges, ça reste quelque chose qu'il faut chaque fois réinventer, réactiver, parce que chaque génération doit découvrir elle-même, et peut-être parfois aujourd'hui, avec la multitude d'influences et de possibilités, il y a un effort particulier à faire. Sur les langues, il y a un élément important dans le nouveau traité qui demande aux acteurs français et allemands de développer chacun des stratégies pour le soutien en fait de la langue et de la civilisation de l'autre pays dans son pays. Et c'est important parce que ça oblige en quelque sorte en Allemagne, les Länder, en France, probablement l'État, de développer ce type de stratégie. Et c'est plus que simplement le nombre d'élèves d'allemand en troisième. Il faut que ça soit une stratégie un peu plus importante. Nous avons vu en Allemagne la SAR mettre en place une telle stratégie et qui marche, la SAR est très proche, il y a un objectif de bilinguisme, mais je vois qu'aujourd'hui, le Baden-Württemberg, État beaucoup plus grand, avec 10 millions d'habitants, est elle-même en train de préparer sa propre stratégie. Donc je vois que ce type d'approche diffuse et il faut maintenant essayer de créer en quelque sorte une compétition positive entre les différents acteurs pour qu'ils mettent en place ce type de stratégie dans lesquelles ils activent toutes les bonnes volontés en quelque sorte et peut-être même un peu au-delà. Donc je vous donne raison dans le sens qu'il faut faire plus, il ne faut pas prendre pour acquis, mais je pense que d'une certaine manière on a pris aussi un peu la mesure dans le contexte de ce traité, on essaie de mettre en place donc à la fois des demandes de stratégie, des fonds citoyens, des différentes structures par lesquelles on peut peut-être soutenir un nouveau élan. Je ne sais pas jusqu'où il portera, ça dépendra aussi un peu de la société civile et de sa volonté de s'engager. C'est à la fois quelque chose qui ne restera pas quelque chose qui ne marchera pas si c'est exclusivement une volonté gouvernementale. C'est aussi les territoires et tout le monde qui doit montrer sa volonté d'y participer. Pour le siège de sécurité,
J'ai dit tout à l'heure quelque chose par rapport au traité, ça c'est ma référence, c'est la seule référence qui est claire et qui est signée par le gouvernement allemand et qui parle donc de la position ancienne d'un élargissement du Conseil de sécurité et pas d'un siège européen. Je pense que l'autre versant de la question, c'est comment mieux se coordonner sur des positions communes et pouvoir effectivement après ça les défendre ensemble dans les différentes enceintes est un sujet majeur. On a un débat récurrent. Voulons-nous faire usage des clauses dans les traités européens qui, dans certaines circonstances, permet le vote à la majorité qualifiée en matière de politique étrangère. Nous n'y avons jamais vraiment abouti. C'est donc, pour moi, à la fin, plus important de trouver les méthodes de travail et la volonté politique pour définir des positions communes que de faire des débats autour des sièges dont nous savons très bien. Voilà. La réponse donc pour le Parlement de Strasbourg, j'imagine. Oui, et pour le Parlement de Strasbourg, je peux ajouter que j'ai quand même participé à beaucoup de modifications des traités européens et que je suis parfaitement conscient de la règle institutionnelle inscrite dans les traités qui nécessite, Non, oui, je l'ai non, posé mais pour toi parce que moi je l'ai dit. Donc, pour moi, le travail sur le fond est beaucoup plus important qu'un débat que je peux qualifier de stérile sur les sièges. Pour le Sahel, je tiens quand même à dire que l'Allemagne a aujourd'hui plus de 1000 soldats engagés au Mali dans des différentes missions. Oui, mais il y a un complément de différentes missions. C'est aujourd'hui la région dans laquelle le nombre de soldats allemands engagés est la deuxième dans le monde. La première, c'est l'Afghanistan, où l'Allemagne est encore présente et où, pour des raisons que je comprends, d'autres partenaires ne sont plus présents. Donc il y a une présence importante au Mali et le gouvernement vient de proposer au Parlement de prolonger ce mandat pour le Mali. Pour les ventes d'armes, j'ai dit tout à l'heure quelque chose. Effectivement, il y a une différence dans les délais. L'embargo sur les produits allemands est pour 6 mois jusqu'à la fin du mois de septembre. La décision prise pour les projets en commun est jusqu'à la fin de l'année. Et la chose est déjà partant de l'accord de coalition d'il y a à peu près 1 an, est liée au conflit au Yémen et où nous espérons aussi que la diplomatie internationale puisse faire de sorte à ce que ce conflit s'apaise et trouve une fin. C'est un conflit dont nous voyons peu d'images, mais qui est terrible. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour toutes ces précisions. Je dois dire à la vérité que la participation du contingent allemand au Sahel est malgré tout effectivement très importante et très utile. Je les verrai moi-même puisque je serai à Gao vendredi, donc j'ai prévu de les voir. Alors c'est vrai qu'une partie importante est à la MINUSMA, qui n'a pas la même vocation que le travail que nous faisons au sein de Barkhane, mais il y a tout un apport logistique, notamment sur les avions hôpitaux, sur toute la logistique de combat, avec le respect des règles que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il n'y a effectivement aucun soldat allemand qui est engagé militairement contre le terrorisme, mais l'Allemagne apporte à la France une aide tout à fait appréciée et considérable
pour faire face à cet immense défi que nous devons relever. L'ambassadeur d'Allemagne en France a donc été entendu par les sénateurs français sur le traité d'Aix-la-Chapelle, censé renforcer la coopération entre les deux côtés du Rhin. Et l'ambassadeur a voulu rassurer la France sur la coopération militaire franco-allemande, alors que l'Allemagne met un coup de frein à ses exportations d'armes, notamment en Arabie Saoudite. L'Allemagne ne remettra pas en cause les projets européens d'armement, a assuré l'ambassadeur allemand. Direction maintenant le Moyen-Orient et plus précisément l'Irak. Les sénateurs ont auditionné la politologue et spécialiste de ce pays, Myriam Benrat, sur la reconstruction de l'Irak 16 ans après la chute du dictateur Saddam Hussein. Déjà 2 ans après la victoire militaire contre l'État islamique dans ce pays, tout est à refaire politiquement pour rendre une paix possible entre les différentes communautés. Je vous laisse écouter cette audition. Je vais essayer de dresser un tableau général de l'Irak qui donnera lieu à une discussion par la suite. Vous avez soulevé dans votre introduction un certain nombre de points qui sont importants et surtout, je pense que vous avez mis en exergue le caractère systémique de la question irakienne, de ce qu'on appelle depuis maintenant très longtemps la crise irakienne. L'épisode 2014-2017, donc cette période de montée en puissance puis de contrôle territorial de l'État islamique, du groupe État islamique, n'étant qu'une séquence d'une longue crise qu'il me semble s'inscrire dans le temps long, encore une fois. Donc là, je vais dresser un tableau immédiat, mais l'idée est tout de même de mettre en avant les dynamiques de longue durée qui, à mon avis, ont été en partie, du fait de cette crise, de cette énième crise, ont été un peu occultées, qui reviennent aujourd'hui à l'avant-plan avec un certain nombre de phénomènes dont vous avez très bien parlé dans votre propos introductif. Bon, alors peut-être la question politique, tout d'abord, le moment politique que vit l'Irak aujourd'hui, donc au début de l'année 2019. Bon, on a eu effectivement une élection nationale législative en mai 2018, le 12 mai, qui n'a pas finalement beaucoup changé le paysage politique. Alors je viens nuancer un peu l'idée de réformisme, je vais m'expliquer. Bon, tout d'abord, pourquoi ? Parce qu'il y avait une attente très importante par rapport à cette élection et surtout on avait vu à ce moment émerger des coalitions qui proposaient une mise à plat du système. Un système qui est un système qui a été, en fait, qui est hérité de la mise à bas du régime bassiste en 2003, qui longtemps s'est articulé autour de quotas communautaires, qui a été dominé par un certain nombre de partis, notamment les partis de l'ancienne opposition pendant très longtemps. Et l'idée des outsiders, notamment par exemple une figure comme Moqtada Sadr, qui est un leader chiite populiste, était la mise à plat du système avec la dénonciation évidemment de la corruption qui est un fléau, la promesse de réforme. Donc on a vraiment cru qu'il y aurait un changement. Parce qu'en fait, quand je parle de changement politique, c'est vraiment autour de cette question que beaucoup de choses se cristallisent, y compris d'ailleurs la montée en puissance de l'État islamique qui, si on l'analyse, il y a plusieurs façons de l'analyser, mais enfin, si on l'analyse au regard de ce qui s'est passé au niveau de l'État central, était une forme de projet politique alternatif proposé aux populations sunnites et qui a rencontré, disons-le, avant sa déchéance, un succès auprès d'une partie de ces communautés. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, après les résultats, on a eu une vague de protestations dans les provinces du Sud, notamment à Bassorah, qui est le poumon économique de l'Irak, qui l'a toujours été d'ailleurs, où se concentre la majeure partie des réserves pétrolières, qui est une région tout à fait fondamentale, essentielle à la préservation en fait du pouvoir central, puisque la base partisane d'un certain nombre de partis, de coalitions politiques se trouve dans le sud. Donc poumon politique, base partisane pour un certain nombre de forces politiques. Donc Bassorah n'est pas une question qu'on peut ignorer. En même temps, ça couvait depuis un certain temps cette agitation. Donc les événements, en fait, cette irruption de colère parmi la population, ces manifestations extrêmement violentes qui ont eu lieu entre le mois de juillet et d'août 2018 ont rebattu les cartes dans la mesure où
On avait je dirais, deux principaux vainqueurs de l'élection de mai 2018. On avait tout d'abord l'alliance Saïroun de Sadr, donc les sadristes qui avaient ce programme très populiste, mise à bas des élites qui sont au pouvoir depuis 2003, réforme profonde de l'appareil d'État, etc. La deuxième alliance, c'était l'alliance Fath de Hadi al-Amri, qui est un des principaux chefs de milice et qui a été une figure de la fameuse mobilisation populaire chiite contre les djihadistes. Ces deux forces, ces deux coalitions étaient en pleine tractation lorsque cette colère, cette contestation a fait irruption. Alors ça a rebattu les cartes dans quelle mesure? Dans la mesure où ces deux chefs ont décidé de s'entendre pour constituer le prochain gouvernement. Donc on a sauté une forme d'étape qui consistait à former une majorité parlementaire. On a sauté cette étape-là pour parvenir à un accord dans l'urgence autour de la formation du gouvernement. Alors ça aboutit à plusieurs choses. Donc la nomination évidemment du Premier ministre, du nouveau Premier ministre. Al-Mahdi, c'est une personnalité plutôt consensuelle, qui paraissait suffisamment modérée en tout cas pour être acceptée de tous. Là, l'élection du nouveau président, Barham Saleh, qui lui aussi est une figure, un poids lourd de la politique irakienne et une personnalité du côté kurde qu'on considérait comme étant capable de rassembler. En tout cas, il est bien vu au niveau de Bagdad. Ça a créé quelques tensions au niveau kurde dans la région autonome, mais c'est une personnalité qui est reconnue. Et enfin, l'arrivée aussi évidemment d'un nouveau porte-parole du Parlement qui est un sunnite, plutôt pro-iranien, donc qui mettait aussi tout le monde d'accord. Bon, alors ça a quand même, ce processus a quand même déçu beaucoup d'Irakiens parce qu'on s'attendait à un changement profond. Et finalement, ces deux coalitions qui le promettaient n'ont fait que perpétuer le système avec des figures, encore une fois, qui sont très compétentes, parce qu'on a aussi beaucoup de technocrates qui ont été nommés, qui sont très compétents. Donc ce n'est pas vraiment sur la compétence technique que le bas blesse, c'est sur, encore une fois, l'idée de faire évoluer un système qui était profondément délégitimé, aussi du fait, évidemment, de la prise de contrôle de l'État islamique. Donc réformiste, je ne sais pas, parce que le problème, c'est qu'en l'absence d'une majorité parlementaire, ce gouvernement, en fait, est très fragile. Il est à la merci de ces deux alliances, même si on a aujourd'hui deux pôles, mais qui correspondent, donc, encore une fois, au résultat de l'élection de mai 2018. Donc on a le pôle Islah, la réforme, donc qui est effectivement le pôle parlementaire, je dirais, qui soutient le gouvernement actuel. Alors ça, c'est intéressant. Il y a peut-être eu une évolution parce que ce sont des coalitions parlementaires qui sont en fait pluricommunautaires, multiethniques, multiconfessionnelles. Donc on a au sein de la coalition du bloc Islah au Parlement, on a les sadristes, on a les partisans de l'ancien Premier ministre Abadi, on a quelques partis sunnites, on a aussi la représentation de certaines minorités, notamment turkmènes. Et les Kurdes aussi se sont répartis entre ces deux coalitions. Donc ça c'est intéressant parce que la politique kurde se fait aussi au niveau fédéral. La deuxième coalition, c'est la coalition Reconstruction, BINA, qui est elle portée essentiellement par les représentants donc, de la mobilisation populaire, qui initialement sont des chefs de milice et qui sont devenus de fait, au gré des circonstances, des leaders politiques. Et puis un certain nombre d'autres forces, les partisans de l'ancien Premier ministre Maliki, qui était le prédécesseur d'Abadi, qui a maintenu une base politique importante, et un certain nombre de figures sunnites. Donc on a cette répartition, je dirais, au-delà des clivages communautaires, mais surtout il y a quand même deux grandes tendances qui se dessinent autour de la vision de l'État qui est portée par ces deux coalitions et qui, à mon avis, me semble intéressante. Et là, je pense qu'il y a une évolution. Bon, tout d'abord, celle qui incarne en fait, qui incarne la coalition, au gouvernement, Islah, qui est orientée plutôt vers la reconstitution d'un appareil d'État, donc un processus qui favorise un processus de recentralisation, notamment administratif, pour justement remettre d'aplomb un État qui a été fortement affaibli, réformer en profondeur les administrations, les ministères, faire en sorte que la gestion publique redevienne viable, parce que, il faut le dire, il y a un certain nombre de problèmes institutionnels en Irak, d'importants problèmes institutionnels qui aussi ont contribué largement
à la prise de pouvoir djihadiste, à mon avis. On peut en parler plus largement si nécessaire dans la discussion. Et l'autre, donc là on est plutôt sur un agenda centralisateur, faire de Bagdad un centre fort. Et puis Al-Bina, c'est plutôt, je dirais, l'idée de préserver les intérêts extra-gouvernementaux, fédéraux en quelque sorte, qui ont été gagnés au gré de la lutte contre les djihadistes. Alors c'est notamment la position des chefs de milice qui sont sur je dirais, qui oscillent entre volonté d'intégrer l'appareil d'État central et puis en même temps préservation de leurs intérêts sur le terrain, parce que ce sont eux qui font la politique et qui tiennent les territoires, qui tiennent le pouvoir dans les provinces, dans les gouvernorats. Donc là, c'est vraiment plus l'idée de trouver un équilibre, parce que ça, c'est quand même aussi important. Autour de ce nouveau gouvernement, il y a tout le débat sur la question du fédéralisme qui est relancé. On y revient toujours, quelle forme fédérale, quelle répartition des pouvoirs. Donc par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le KRG, donc le gouvernement kurde autonome, qui s'est plutôt aligné sur la position de cette coalition Bina, en y voyant finalement un bon équilibre dans la préservation de ses intérêts. Les Iraniens aussi, évidemment, voient cela d'un très bon œil parce qu'ils ne veulent pas le retour à un pouvoir centralisé fort. Donc c'est un peu, je dirais, la tendance qui s'esquisse aujourd'hui pour mettre en regard ces deux coalitions. Donc il y a effectivement un optimisme, moi je suis d'accord avec vous, on sent que les choses vont mieux, la situation sécuritaire s'est améliorée à Bagdad, dans un certain nombre de territoires. Maintenant, tout n'est pas réglé. Bien sûr. Et évidemment, les conditions, comme vous l'avez souligné, de la montée en puissance de l'État islamique, malheureusement, sont toujours présentes. Alors, je ne sais pas si je suis très longue, je m'arrête ici peut-être. Vous voulez que je continue? Alors, on a déjà une belle liste de ou... questions, sauf si vous avez des Alors éléments. peut-être, oui, quelques points pour la discussion. Et puis après, on va passer au... Oui, pour la discussion. Bon, donc ces conditions, quelles sont-elles? Alors évidemment, ça pose plusieurs sous-questions ou plusieurs thèmes. Premièrement, la question des communautés sunnites, la situation de ces populations sunnites qui, évidemment, sont le substrat, en fait, du groupe État islamique, parce que je crois qu'il faut... c'est important, cette perspective irakienne, parce que le groupe État islamique est un groupe terroriste, mais c'est aussi, évidemment, le résultat d'une certaine fabrique sociale et ne pas comprendre, ne pas se donner les moyens en fait de comprendre ce qui se passe sur le terrain, à mon avis, empêche d'avoir une vision de long terme sur les capacités que maintient ce groupe et surtout les perspectives vraiment d'une défaite. Bon, alors, quel avenir pour les sunnites? Encore une fois, c'est fondamental au moment où l'État islamique est revenu à la clandestinité, aux actions de guérilla. Alors, je le précise quand même parce qu'on entend beaucoup dans les médias que c'est la fin. Ce n'est pas la fin, ni en Irak ni en Syrie. C'est la fin de l'emprise territoriale, c'est vrai, mais ce n'est pas la fin de l'insurrection que cet État islamique incarne depuis maintenant plus de 15 ans. Donc quel avenir pour les sunnites pour ne pas faire en sorte que ces populations à terme retombent dans les bras du groupe? Deuxième thème que vous avez souligné, c'est évidemment celui de la réconciliation, de la justice transitionnelle. Quelle réconciliation, quelle justice transitionnelle? Je voudrais tout de même souligner que ce n'est pas une question récente. Ça remonte à 2006. Ça remonte en fait à l'élection du Premier ministre, la nomination du Premier ministre Nouri al-Maliki à l'époque, qui a été le premier à lancer une politique nationale de réconciliation qui avait proposé un agenda de 24 points à l'époque et qui avait beaucoup misé sur ça. Et bon, aujourd'hui, évidemment, vous le voyez, eh bien, on est au point mort. Hein. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on n'a pas vraiment de vision au niveau politique, au niveau gouvernemental, et c'est plutôt des initiatives qui se font au niveau local. Concernant la justice transitionnelle, pour l'instant, c'est plutôt une justice expéditive, une justice, je dirais, punitive, hein, et surtout concernant, on peut en parler, le traitement des djihadistes, de leurs familles, etc. Bon. Évidemment, c'est une question par ailleurs très sensible et très controversée. En Irak aussi, d'ailleurs, hein, je le précise, ce n'est pas simplement le cas en France. Autre point, c'est évidemment la relation entre le gouvernement central et Erbil, mais là encore, ce n'est pas une question nouvelle. On est dans le prolongement finalement de débats qui ont cours depuis des années, depuis la formation de cette région kurde autonome, qui elle-même a connu d'importantes évolutions internes, qui n'est pas unifiée, où on a aussi un débat politique très important. Quel avenir pour cette relation?
Enfin, je finirai sur la question de la reconstruction, et c'est là, à mon avis, que la question du rôle de la France se pose. Quelle reconstruction ? Y a-t-il reconstruction? Ça, c'est toute la question. D'ailleurs, y a-t-il même gouvernabilité de l'Irak aujourd'hui, si on regarde l'ampleur des défis auxquels fait face ce pays? Donc voilà, je propose de structurer la discussion autour de ces points. Merci, Madame Ménard. Je souligne au passage que, contrairement à la situation en Syrie, l'Irak est un pays riche. Il y a des ressources. Et ça nous a été rappelé. Donc c'est aussi peut-être ce qui donne un petit peu plus d'espoir pour la reconstruction. De la même manière que moi, j'avais été surpris par au moins les déclarations de bonne volonté. Alors maintenant, il y a aussi ce qu'on dit aux étrangers, puis ce qu'on fait. Mais par exemple, entre les Kurdes et le pouvoir central qui se sont affrontés depuis longtemps, il y avait la volonté, effectivement, d'entrer dans un dialogue justement avec cette perspective d'un gouvernement fédéral parce que c'est toujours ça, la question c'est que chacun veut rester un petit peu maître dans sa région. Alors, sans plus attendre, Bernard Cazeau. Oui, Madame, vous avez évoqué, après l'effondrement de Baghouz, le dernier bastion djihadiste, vous avez évoqué le fait que le djihadisme n'était pas terminé. Comment pouvez-vous, parce que vous pouvez estimer à peu près l'importance djihadiste qui a échappé, donc, d'une manière ou d'une autre, à la mort ou à la prison? Quelle est l'importance des poches djihadistes qui sont réfugiés dans les tribus sunnites? Et comment voyez-vous cette évolution à l'intérieur de l'Irak et voire à l'extérieur pour ceux qui en échapperont, hein? Je crois que c'est un problème. J'ajouterai à cela, comment voyez-vous le devenir des femmes et enfants français qui sont dans les camps? Merci Bernard. Gisèle Jourda. Ma question, Madame, porte sur la reconstruction. Alors, il a été dit tout à l'heure que l'Irak était un pays riche, mais lorsqu'on constate le taux de pauvreté, 22% et demi au niveau national et 41% dans les zones donc, qui se sont retrouvées à l'époque sous domination de l'État islamiste. Donc je crois qu'il y a lieu d'agir. Alors il y a eu, il n'y a pas très longtemps, la conférence des donateurs qui a eu lieu au Koweït. L'Irak, et on a constaté là que l'Irak a réalisé moins de 1% de son programme de reconstruction des zones détruites qui ont été reprises à l'État islamique. Programme dont le coût est estimé ou serait estimé entre 80 et 100 milliards de dollars. Le plan national de cette reconstruction et le développement a également mis en évidence les failles des scénarios gouvernementaux qui ont sous-estimé l'ampleur et la gravité de la crise. Le gouvernement irakien, l'ONU, les instances internationales et de soutien et les donateurs, parmi lesquels la Banque mondiale, ont fixé à 10 ans la durée environ des travaux de reconstruction, mais sous condition de stabilité locale et d'utilisation rationnelle des fonds, et surtout d'éradication de la corruption. Quand on sait que l'Irak est classé 168e sur 180 par l'index 2018 de Transparency International, je crois qu'il faut dire comme ça sans doute, et est ainsi considéré comme l'un des pays les plus corrompus au monde, peut-on légitimement douter de l'éradication de la corruption et de ce fait s'interroger sur la réelle reconstruction en 10 ans des travaux? Est-elle vraiment à votre sens possible? J'ajouterai que par rapport au soutien des donateurs sur le plan financier, est-ce que vraiment ces donateurs répondent aux trois principes, la stabilité totale, l'utilisation rationnelle des fonds et l'éradication de la corruption? Voilà, Madame. Merci, Gisèle. Sylvie Gouachavant. Merci, Président. Minute de coiffeur. Merci, Président. Ma question viendra un peu en complément de celle de mon collègue Bernard Cazeau. Je vous remercie déjà pour votre présentation. Alors,
la présence américaine qui ne fait pas que des heureux dans le pays, bien sûr, d'une part, et puis les très très grandes difficultés économiques dans le sud du pays principalement, d'autre part. Est-ce que ce n'est pas un terreau extrêmement favorable à l'émergence très rapide d'un nouvel État islamique? Sous quelle forme, c'est vous qui allez nous l'expliquer? Moi, je pense en effet qu'on nous explique beaucoup que l'État islamique est complètement défait, en tout cas territorialement, peut-être qu'il n'a plus tout à fait d'emprise visible, mais au sein de la population, il semble qu'il soit toujours extrêmement présent. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle zone géographique du pays se trouve le plus cette idéologie, et est-ce que ça touche plus les populations rurales ou urbaines? Est-ce que certains chefs tribaux n'ont pas tendance peut-être à récupérer un peu cette fragilité de la population? Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans ces explications? Je vous remercie. Jacques Lenay. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question porte également sur les modalités de reconstruction après Daesh. Aujourd'hui, on voit bien que les fractures au sein de la population restent profondes. Ainsi, comment trouver un juste équilibre entre impulsion politique nationale et réconciliation au niveau local, au sein des villes et villages, afin de légitimer le processus de réconciliation? L'ONU a subventionné plusieurs programmes de réconciliation nationale sans résultat effectif probant. Ne faut-il pas intégrer davantage le volet juridique au sein du processus, jugement des coupables de crimes, afin que la réconciliation et la reconstruction soient totales à l'heure où se multiplient notamment les accusations de collusion avec Daesh afin de discréditer l'adversaire? Et je voudrais aussi souligner le problème de l'eau. J'ai eu l'occasion de me rendre dans la plaine de Ninive il y a un peu plus d'un an. J'ai été surpris de voir des étendues jonchées de détritus, mais notamment de plastique et de bouteilles d'eau. Au niveau de Caracas, des tentatives ont été réalisées par les organisations qui s'occupaient de rendre l'eau potable avec un système qui devait s'adapter directement chez les habitants. Est-ce qu'on a pu aider ce genre d'initiative? Parce que, au-delà de la pollution, il y a aussi un problème sanitaire pour ces populations. Merci Jacques. Michel Boutan. Merci Président. Une question concernant à la fois les réfugiés, les camps de réfugiés qui sont nombreux au nord du pays, et savoir comment ce problème-là peut être réglé, dans quel délai, et puis inhérent à ce problème, celui du retour éventuel des minorités ou le non-départ de certaines minorités, qu'il s'agisse des chrétiens ou des yézidis. Voilà, j'ai fait bref pour faire une moyenne avec Gisèle. Oui, c'est très bien. J'apprécie. Alors on va peut-être remonter la moyenne avec Joël Garriaud-Mellam. Je la contrôle. C'est toujours charmant, on apprécie énormément. En tout cas, Madame Benrahad, nous sommes ravis, enfin je suis ravie de vous revoir dans cette commission, c'est toujours très intéressant. Vous avez dit que la situation sécuritaire s'améliorait à Bagdad, et moi ce que j'entends, c'est que du fait de la défaite de Daesh dans le nord, on risquait de voir une résurgence d'attentats, de loups solitaires, d'attentats individuels dans Bagdad et autour de Bagdad. Et j'aimerais vous interroger, je ne sais pas si vous aurez une réponse à cette question, sinon moi j'en aurai peut-être une dans une quinzaine de jours, puisque je dois me rendre en Irak, je retourne au Kurdistan et à Bagdad et à Falloujah sur le thème des mines antipersonnelles pour la Commission nationale qui s'occupe de ce sujet. Et je voulais savoir si vous aviez des informations sur ce sujet dont on ne parle pas beaucoup. Est-ce que c'est extrêmement étendu comme problème en Irak ? Et peut-être enfin, le président a mentionné cette proposition de loi que nous avons adoptée au Sénat sur la création d'un mécanisme de justice transitionnelle, internationale. Est-ce que vous savez quelle est la réaction des Irakiens à ce sujet? Merci. Merci Joël. André Valigny. Non, c'est très bien, mais je suis obligé de rappeler comme ça à chacun pour que tout le monde puisse s'exprimer en temps des bonnes réponses. André. Merci Président. Madame, la communauté kurde d'Irak a-t-elle abandonné définitivement l'idée de l'indépendance?
très bonne et très courte question. Yannick Vaugrenard. Merci, Président. Merci, Madame, pour toutes les informations que vous nous avez données. Je retrouve 3 éléments positifs. Le premier, c'est la fin de l'emprise coloniale, bien sûr, de l'État islamique. Le deuxième, c'est la sécurité s'est améliorée, vous l'avez souligné. Et le troisième, quand même, sont des gouvernements de coalition. Néanmoins, l'État islamique peut toujours ressurgir, peut être présent dans les esprits. J'ai le sentiment que c'est plutôt les conditions sociales et économiques au quotidien des Irakiens qui risquent de peser sur la perméabilité des idées extrémistes. Et du coup, comment évolue la vie quotidienne tout simplement des Irakiens, que ce soit l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé et la présence des services publics? Comment les choses évoluent depuis quelques mois? Merci. Enfin, Christine Pruneau. Merci, Micro. Voilà, merci. Pardon? Il n'y avait pas de micro, mais il y en a un maintenant, c'est bien. Voilà. Très bien, merci, je n'avais pas remarqué. J'ai noté dans votre synthèse qu'en fait, en Irak, il n'y avait pas un changement politique profond, qu'on était toujours dans la continuité d'un certain système. Alors nous, ici, dans notre commission et en hémicycle, nous avons tous été d'accord sur l'opportunité d'une aide à apporter à l'Irak au niveau de la justice. Donc c'était présenté par monsieur le sénateur Retailleau par rapport aux chrétiens d'Orient et aux minorités religieuses. Donc nous avons insisté tout de même pour que cette aide juridictionnelle ne soit pas uniquement pour les minorités religieuses, surtout ne pas oublier les Kurdes, que ce soit en Irak ou en Syrie ou autre, donc qui ont aidé largement à lutter contre l'État islamique. Reste effectivement que l'idée de l'islamisme est encore dans les têtes largement, même au niveau mondial, malheureusement, et ça c'est un débat difficile. Alors je voulais vous demander ce que vous pensiez de le fait de notre aide à cette justice qui peut être effectivement remise en cause selon s'il y a peine de mort, etc. Enfin, normalement, on ne doit pas faire ingérence. Est-ce que vous estimez que cette position, c'est de l'ingérence ou alors que ça a une réelle utilité par rapport à la reconstruction de la justice en Irak? Je vous remercie. Quelques éclaircissements à nos collègues. Merci. Alors, beaucoup de questions, beaucoup de points aussi qui se recoupent, donc je vais essayer d'apporter une réponse globale aux questions. Alors, comme vous l'avez souligné, non seulement c'est pas fini au niveau de l'idéologie, mais ça ne concerne pas que l'Irak, ça concerne aussi la Syrie, et puis surtout, on a tendance à amplifier dans le narratif médiatique, mais aussi le narratif finalement qui est celui de la coalition et des forces engagées sur le terrain. Ça peut se comprendre puisqu'on est en état de guerre, mais le narratif de la victoire, de la fin, etc., évidemment, est, à mon avis, surdéterminé. Mais encore une fois, du côté des forces démocratiques syriennes, de la coalition des forces locales, ça se comprend parce que c'est aussi une guerre au niveau de l'image qui est renvoyée, et puis il y a l'enjeu aussi évidemment du contrôle des populations, d'asseoir une gouvernance même temporaire dans ces territoires. Donc il faut aller au-delà, mais en même temps, on est toujours dans une temporalité conflictuelle qui explique pourquoi on a ces accents triomphalistes. Alors au niveau des estimations, il n'y a en fait pas d'estimation fiable, je dirais. On a des estimations qui sont celles du Pentagone, donc des Américains et des Nations Unies aussi. On a quand même plusieurs dizaines de milliers de combattants toujours présents. Alors on a des estimations qui vont de 15 à 30 000, certains chiffres avancés aussi qui sont finalement supérieurs. Il faut bien comprendre que quand on parle d'insurrection, on parle de mobilité et les frontières restent poreuses, même si aujourd'hui il est plus difficile de l'extérieur d'intégrer finalement les réseaux de combattants en Irak et en Syrie, mais entre ces deux pays, on a toujours des passages importants. Surtout, comme je l'ai dit, ils sont revenus à la clandestinité. Donc la clandestinité, ce n'est pas seulement du côté irakien le repli dans le désert, c'est aussi se fondre parmi la population. Ils sont présents dans les camps de déplacés, alors parfois de manière ostentatoire,
par exemple, les femmes, enfants djihadistes qui ont été exfiltrés de Barouz ne se cachent pas, puisqu'en plus on les a mis dans une section spécifique du camp pour protéger le reste des populations déplacées. Mais dans d'autres camps de déplacés, on a à mon avis, toute une mouvance qui s'est fondue parmi ces déplacés sans forcément se mettre en avant. Donc le risque, il est là, c'est qu'ils se cachent. Ils se cachent, ils exploitent aussi une partie de complicité qui leur reste acquise. Quand je parle de complicité, ce n'est pas les niveaux de complicité qu'on avait en 2014, parce que beaucoup de sunnites ont été tout de même atrocement déçus par ce qu'a été l'État islamique dans les faits, entre ce qu'on leur avait promis et ce à quoi ils ont assisté, ça a été quand même la douche froide pour beaucoup. Donc je ne crois pas qu'il faille dire qu'ils bénéficient encore d'un soutien idéologique important, ce n'est pas le cas. Mais il n'y a pas que l'idéologie dans ce contexte, il y a aussi la question de la survie des populations et le fait que, ça a été très, très bien relevé, face à des conditions de vie, des taux de pauvreté, une paupérisation d'ensemble de ces populations, l'absence de perspective, le chômage de la jeunesse, le manque de perspective aussi, quand je parle de chômage, des jeunes, des plus jeunes, des adolescents qui arriveront sur le marché du travail, qui ne pourront pas être absorbés par ce marché du travail parce qu'il est déjà saturé. Donc on a déjà une génération qui est vulnérable à je dirais même à toute forme de recrutement par des milices, que ce soit État islamique ou d'autres. Là on a une vraie question structurelle, voilà, qui permet d'aborder le problème État islamique autrement que dans des termes seulement terroriste entre guillemets, parce que qui dit terrorisme dit évidemment oui des substrats socio-économiques, des dynamiques d'ensemble au sein de cette société, pardon. Alors l'évolution, donc on a une fragmentation de la communauté sunnite. On n'a pas aujourd'hui une communauté sunnite unie. Je dirais que même l'État islamique a encore davantage fragmenté cette population qui l'était déjà. Parce que vous parliez des tribus, les tribus ont été éclatées, littéralement éclatées par le groupe. Une partie, par exemple, des membres de certaines tribus ont rejoint l'État islamique, d'autres non. Les familles aussi ont complètement implosé. On a des frères, des cousins qui ont rejoint le groupe, d'autres non. Donc vraiment, aujourd'hui, il est difficile de savoir ce qui se passe au niveau des sunnites. Moi, la seule chose que j'observe, pour en venir à la question de la reconstruction des territoires libérés, c'est qu'on a beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère parce que cette reconstruction ne se passe pas. Donc en fait, par exemple, si on prend Mossoul qui a été libéré en 2017, là on est déjà au mois d'avril, donc ça va faire pratiquement 2 ans que la ville est libérée, et je peux vous assurer que dans la partie de la ville de Mossoul qui a été la plus affectée par les bombardements et par les combats, rien ne se passe, ou quasiment rien. Donc là on a une colère qui pourrait se traduire par dans certains cas, un retour dans le giron de l'État islamique. Enfin, quand je dis d'ailleurs retour, c'est pas forcément idéologique, mais par vengeance contre l'État central. Donc ça, c'est important. Et puis par ailleurs, on a aussi quand même, comme je l'ai dit, des partisans, des sympathisants qui sont toujours là, eux qui n'ont pas changé d'idée, même au-delà de ce qui s'est produit, de l'ultra-violence de cette campagne de reconquête. Donc, moins la reconstruction se passe, plus les failles grandissent et plus ça crée évidemment d'opportunités, d'espace pour les djihadistes d'opérer. Ou quand je parle des djihadistes de l'État islamique, on pourrait tout à fait aussi voir dans le futur d'autres groupes de ce type émerger. Ce qu'on a vu par le passé, ce qu'on appelait insurrection irakienne, c'était un agrégat de groupes, de factions. Donc je ne sais pas encore quelle sera la prochaine forme de l'État islamique. Est-ce qu'on aura un État islamique comme on l'a connu en 2014 ? Est-ce qu'on aura quelque chose de plus éclaté Mais enfin, on reste sur des logiques insurrectionnelles qui mettent en péril la reconstruction et surtout le retour d'institutions qui soient reconnues, légitimes et qui permettent de rétablir l'ordre, la sécurité sur le long terme. Donc je pense déjà avoir répondu en partie à la question de la reconstruction. Un point très important qui a été soulevé dans plusieurs questions, c'est évidemment celui de la corruption. La corruption aussi gangrène
la reconstruction au sens large, que ce soit économique, la reconstruction de l'appareil d'État, le fonctionnement des institutions qui, jusqu'au plus haut niveau, sont concernées, les transactions financières, les plans de reconstruction aussi, les contrats d'armement, etc. Écoutez, oui, vous l'avez très bien dit, l'Irak est un pays parmi les plus corrompus. C'est d'autant plus dommage que j'ai parlé de la présence de technocrates, de personnel très compétent. L'Irak n'a pas toujours été un pays ultra corrompu. C'est d'ailleurs un pays, à mon avis, les moins corrompus du Moyen-Orient, où on avait toute une technocratie très compétente, très intègre. Et malheureusement, ça, il faut remonter à 2003 pour comprendre ce qui s'est passé. On a mis à bas un appareil d'État, on a renvoyé, on a mis à la porte des personnels, des fonctionnaires, des gens qui étaient très, très bons, au-delà du démantèlement de l'armée qui est survenu, et on en paye encore les conséquences. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la crise État islamique et tout ce qu'on observe aujourd'hui, c'est pas seulement la séquence 2014-2017. Dans le temps long, il faut remonter malheureusement à 2003 pour comprendre pourquoi on en est là. Et aujourd'hui, ça reste la réforme de l'État, ça reste, à mon avis, une priorité. Le gouvernement actuel le sait. Et j'en viens à la question portant sur les services. Enfin, il y a eu plusieurs questions sur les services, les infrastructures, la question de l'eau potable, la fourniture en électricité, etc. Eh bien, ce sera le grand test de ce nouveau gouvernement. L'été va arriver avec ses chaleurs, et on sait que l'été, c'est un moment entre guillemets révélateur, en fait. Donc là, ce nouveau gouvernement qui a fait beaucoup de promesses, qui s'est engagé qui renvoie la façade, une façade réformiste, vous l'avez très bien dit, mais d'ailleurs c'est volontaire, c'est stratégique pour eux. Mais là, de toute façon, ils vont être testés de manière très concrète lorsque l'été va arriver, parce que ça va être insupportable pour un certain nombre de populations qui restent privées d'eau, d'alimentation en eau, d'alimentation en électricité, plus effectivement la situation sécuritaire qui, comme je l'ai dit, s'améliore, mais c'est forcément aussi sujet à caution. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, on a d'ores et déjà des attentats, des campagnes d'assassinat, on a d'ores et déjà un certain nombre d'incidents qui indiquent que tout cela reste fragile. Donc l'été, à mon avis, va être un moment de révélation, tout comme l'été 2018 l'a été, avec cette contestation dans les provinces du Sud à Bassorah, qui a révélé l'ampleur du mécontentement de la population. Mais je dirais que c'est un mécontentement global, parce que pourquoi le Sud, pourquoi l'attention s'est focalisée sur le Sud? Pourquoi? Parce que le Sud, c'est une partie du pays dont le gouvernement central ne peut pas se passer. Donc, il est d'ailleurs probable que la mise en œuvre de réformes ait lieu avant tout dans ces provinces du Sud, pour calmer le mécontentement et pour essayer de maintenir, comme je l'ai dit, les choses en place, y compris, encore une fois, au niveau des partis politiques qui ont en fait leur base partisane pour les partis chiites dans ces régions. C'est beaucoup plus stratégique que, finalement, les régions sunnites. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on pourrait s'interroger sur le manque de volonté du gouvernement central concernant ces régions. Mais au-delà de l'aspect militaire et de la sécurisation de ces territoires au plan militaire, ce ne sont pas des territoires qui comptent beaucoup politiquement pour le gouvernement. Donc là, on est dans des logiques très opportunistes, où finalement, le gouvernement central ne fait pas de la reconstruction dans une ville comme Mossoul ou plus largement dans la province de Ninive sa priorité. Alors c'est bien sûr très grave. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'a pris corps le groupe État islamique. C'est là-bas, dans ces régions, dans ces provinces du nord-ouest, que les conditions peuvent évidemment favoriser la réémergence à terme de ce groupe ou d'autres mouvements du même type. Et là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de volonté. D'ailleurs, dans les déclarations qui sont faites par le Premier ministre, qui est quand même assez flagrant, c'est cette... et là, j'en viens à votre question sur les donateurs, le rôle de la communauté internationale. C'est une position, finalement, d'assistanat ou de responsabilisation de l'extérieur au détriment de leur propre responsabilité. Donc ça, c'est très important parce que dans les déclarations qui ont été faites concernant les anciens territoires de l'État islamique, le Premier ministre a tendance à dire que ça revient finalement à la communauté internationale, que c'est une affaire internationale. Bon, c'est pas tout à fait faux. Ça concerne en tout cas, au demeurant, toute la communauté internationale, mais ça tend à je dirais, les dédouaner de leurs responsabilités, puis surtout à les déresponsabiliser, là où il y a clairement un intérêt, et même, je dirais, plus qu'un intérêt, une nécessité d'un retour de l'État.
Je n'ai pas de chiffres exacts, mais en tout cas, une partie de la ville est vidée. On a évidemment toujours non, si, il y a quand même une partie de la population qui est toujours là, mais les déplacés internes sont toujours parqués dans des camps sans perspective pour beaucoup de retour, tout simplement parce qu'on n'a pas réhabilité un certain nombre de zones, donc ils ne peuvent pas concrètement, pratiquement rentrer chez eux puisqu'il n'y a plus d'habitat dans certaines zones, tout simplement. Donc c'est là aussi que toutes les promesses du gouvernement qui ne sont pas tenues vont créer encore une fois beaucoup de ressentiments, beaucoup de colère et poser les jalons d'une nouvelle crise. Et au-delà, vous avez mentionné les réfugiés, la question des minorités. De toute façon, je veux dire, au-delà des réfugiés, une partie est rentrée. Mais au-delà des réfugiés, les populations dans l'ensemble, beaucoup de populations ont dû quitter ces territoires et ne sont toujours pas rentrées. Sans compter, bien distinguer les déplacés internes qui se trouvent toujours en Irak, et puis après il y a des réfugiés qu'on ne reverra sans doute jamais dans ces zones, qui n'ont pas de volonté de retour, y compris ceux des réfugiés qui sont partis dans les pays voisins. On voit peu de retours, des vagues de réfugiés vers l'Irak. Donc on a des communautés irakiennes qui finalement s'intègrent, s'établissent sur le long terme dans les pays voisins. Et ça, on l'observe depuis 2003. Si vous prenez des pays comme la Jordanie, bon, un temps, la Syrie a été aussi évidemment un refuge, c'est plus vraiment le cas. Mais si on prend la Jordanie, on a des communautés irakiennes en Jordanie qui sont là sur le long terme maintenant. Et donc la situation irakienne ne donne peu d'espoir en fait à un règlement de cette question qui n'est pas encore une fois une question nouvelle en fait, qui précède l'État islamique, qui a été amplifié de fait par cette crise. Bon. Alors concernant la présence américaine, c'est une bonne question parce que cette présence elle est très contestée. Elle a toujours été très contestée, mais il y a eu un regain de rejet de la présence américaine, notamment de la part des principales milices chiites de la mobilisation populaire, qui a considéré que maintenant que le plus gros du travail contre l'État islamique était fait, les Américains n'avaient plus finalement de mandat ou de raison de rester. C'est aussi évidemment c'est le résultat des pressions de l'Iran, qui est l'autre acteur majeur en Irak, et donc les tensions entre États-Unis et Iran, évidemment, se répercutent sur le contexte irakien, puisque les déclarations très violentes qui ont été faites contre la présence américaine émanent essentiellement de forces chiites locales très liées à l'Iran. Là où le gouvernement irakien a une position, je dirais, beaucoup plus modérée, qui est plutôt dans une logique de diversification des appuis, de maintien des liens avec à la fois les États-Unis, l'Iran, qu'on ne peut pas s'aliéner, enfin que le gouvernement actuel, n'ayant pas encore une fois de base solide, ne peut pas se mettre à dos. Mais il y a un rôle pour les autres puissances qui ont été, je dirais, les autres forces à la fois régionales et plus internationales qui ont été impliquées dans la lutte. Bon, au niveau de l'Union européenne est un partenaire financier de premier plan pour l'Irak, en tout cas dans les efforts de reconstruction. Donc ça concerne l'Union européenne, mais ça concerne aussi la relation bilatérale avec la France, qui, du point de vue de l'aide, vous mentionniez l'aide ou l'assistance technique à la justice, c'est pas nouveau en fait. L'assistance technique au niveau institutionnel fournie par la France, elle a lieu depuis maintenant un certain nombre d'années. Je sais qu'il y a plusieurs projets en tout cas d'appui aux institutions. Ça me semble fondamental et à la fois sous-représenté dans ce qui est proposé, parce qu'on est plutôt sur une aide financière, des aides financières, des bailleurs de fonds. Au niveau assistance technique, ça a été moins le cas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas véritablement de demande non plus du gouvernement irakien. Ils ne sont pas en demande d'assistance technique alors qu'ils en ont besoin sur un certain nombre de dossiers, y compris la lutte contre la corruption. Donc ça, ce serait bien évidemment qu'il y ait davantage de coopération pour les aider, parce que ça fait partie encore une fois de la reconstruction au sens large. Donc voilà pour la reconstruction. Bon, c'est un problème, comme je l'ai dit, structurel, systémique. On ne peut pas résoudre une question échelonnée en pensant résoudre une question et puis remettre au lendemain les autres, en fait. Donc c'est un chantier à la fois ambitieux, mais qui paraît aussi sur le temps court irréalisable. C'est pour ça que les 10 ans
qu'on a fixé avec ces objectifs, bon, entre nous, très jargonneux, à mon avis, on est loin du compte. Je ne pense pas que l'Irak se rétablira dans les 10 prochaines années. Quand je dis se rétablira, au sens véritablement d'avoir réglé toutes ces questions. Le problème étant, comme je l'ai dit, qu'on est dans une forme de... on repousse constamment un certain nombre de chantiers, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que ce que j'observe pour ma part, suivant l'Irak depuis longtemps, c'est une forme de bis repetita, de répétition en tout cas de séquences qui se sont déjà produites par le passé. Souvenons-nous que l'État islamique avait déjà été défait une première fois entre 2017 et 2018 à l'époque par les Américains, bon, qui étaient toujours présents avec l'aide d'un certain nombre de tribus sunnites, d'acteurs locaux. On avait conclu à la fin du groupe, à la stabilisation de l'Irak, transmis les clés de la situation sécuritaire au gouvernement irakien à l'époque. Il y avait eu aussi une loi d'amnistie qui avait permis de mettre hors des prisons, des bases américaines, un certain nombre de détenus, dont certains qu'on retrouvera par la suite, évidemment, à l'avant-garde du groupe État islamique. On a cette impression de bis repetita, oui, voilà, tout est fini, des déclarations triomphalistes, victorieuses de part et d'autre, y compris du côté américain, et pas du tout de vision pour l'après, mais c'est déjà une question qui se posait en 2017, c'est-à-dire qu'au moment des opérations à Mossoul, tout le monde avait déjà, ou ceux qui avaient en mémoire ces séquences précédentes, avait alerté sur la question de discussion très sérieuse autour de la reconstruction et de ce qui venait après, parce que l'après finalement était même plus important que le pendant, et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, surtout que là on est vraiment, on sort vraiment d'une séquence d'intense destruction, voire de dévastation, et on peut quand même légitimement se demander à quoi une énième crise ressemblerait. À mon avis, ce serait vraiment catastrophique cette fois, encore plus si le terme catastrophique signifie encore quelque chose concernant l'Irak, mais là vraiment on atteindrait des sommets de violence. Alors je vais peut-être pour finir sur un point aussi très important, donc c'est la question évidemment sociale, et d'ailleurs de ce point de vue, le groupe État islamique est à part entière un mouvement social radical, extrémiste, mais un mouvement social qui a aussi milité, mobilisé autour de la question de l'injustice sociale, de la corruption, des inégalités, etc., etc. Et ça, c'est un volet qu'on n'a pas voulu forcément voir, mais qui explique aussi beaucoup leur succès. Au-delà du califat, du projet politique, les militants ont travaillé le terrain pendant des années autour de ça, en promettant la revanche sociale. Donc là, vous me posiez une question, par exemple, sur le clivage urbain, enfin citadins, ruraux. Je dirais que c'est un peu les deux. Ils ont une base militante dans les villes qu'ils ont conquises, mais là c'était plus chez certains, bon par exemple si on prend certains éléments issus de la... Est-ce qu'il n'y a plus vraiment de classe moyenne aisée, mais enfin classe moyenne, je dirais notabilité, enfin ce qu'il en reste dans les villes sunnites, là il y avait plutôt une séduction idéologique à l'œuvre. Alors que du côté des campagnes, et je suis contente que vous souleviez cette question, parce qu'en fait, c'est vrai que ce n'est pas un clivage dont on parle beaucoup dans les analyses qu'on fait de ces sociétés, mais c'est toujours très important en réalité. Dans les campagnes, dans les zones tribales, donc plus défavorisées, aux périphéries des villes, qu'on parle de Falloujah, de Mossoul ou d'autres lieux, eh bien, il y avait aussi cette idée de revanche des ruraux contre le centre urbain. C'est les gilets jaunes. C'est un peu les... Oui, mais d'ailleurs, les djihadistes accueillent favorablement le mouvement Gilets jaunes. Comme vous le savez, tout ce qui peut déstabiliser la France leur est favorable. Donc, oui, c'est un peu une forme de... Je ne sais pas si ils aimeraient le qualificatif. Mais non, voilà, oui, en tout cas, on retrouve un discours similaire. La justice sociale. Et ça, c'est vraiment un discours qui, en fait, est porté au premier plan par les djihadistes, qu'on ne regarde pas. Mais l'idée de revanche, d'ascension sociale à travers la lutte armée, etc. Et de fait, un certain nombre de militants ont eu accès à des positions sociales au sein de ce groupe qu'ils n'auraient jamais pu occuper autrement. Voilà pour cette audition sur la reconstruction de l'Irak 2 ans après le départ de l'État islamique. Selon la spécialiste Myriam Benrad, l'élection de 2018 en Irak, qui a remis les chiites au pouvoir, n'a pas apporté de profonds changements au système politique irakien. Mais la diversité des coalitions du Parlement irakien pourrait permettre d'apporter au final une certaine paix sociale. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.